C'est du fond de sa cellule qu'Alexandre Lenoir, le protagoniste du roman, entreprend un examen de conscience. C'est pressé par l'instruction de son affaire, qui le mènera à la peine de mort, ce qu'il annonce dès le second paragraphe du livre, et pressé par la réhabilitation posthume qu'il veut s'offrir, qu'il rédige ses confessions. Son histoire est simple, comme souvent pour les grands livres. Alexandre a grandi avec le souhait de devenir philosophe et de créer un système de pensée capable d'épouser la complexité du XXe siècle. Il va donc s'efforcer de réfléchir à cette nouvelle évolution de la pensée, tout en vivant son existence de jeune amoureux, d'amant imprécis, de petit-fils modèle et pourtant traître, de neveu abusé et manipulé, jusqu'au meurtre final. Comme toujours avec les romans qu'on pourrait imaginer banals, c'est le traitement, c'est le style, c'est la forme qui feront la différence. Nul doute que Léon Bopp aura réussi à renouveler le genre des confessions. Mon cœur mis à nu, comme le titre baudelairien parfaitement trompeur, un homme dans toute la vérité de sa nature, comme l'écrit Rousseau dès l'incipit de ses confessions, en partie mais pas exactement. Ce que fomente Alexandre Lenoir est plus cérébral et sans doute moins émouvant, moins biliaire. Ce sera mon esprit mis à nu, car l'enjeu est d'une simplicité enfantine. Comment un intellect si brillant a pu devenir un lamentable assassin? Oublieuse postérité, épisode 5. Confession d'un philosophe meurtrier. On lit chez Rousseau, en exergue, « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon. » Et on lit chez Bopp, dès la 3e page, « Pour justifier ces confessions, j'insisterai encore sur le fait qu'en y exposant la genèse, la grandeur et la décadence, les origines et les suites d'un système du hasard, ou si l'on veut, non pas le discours, mais le roman d'une méthode à laquelle j'ai cru, et que j'ai surtout appliquée à la morale, je donnerai à ces pages intimes quelques originalités, en même temps qu'une portée assez philosophique. À une époque où l'on ne parle que d'isoler tous les genres et de les purifier, la combinaison que je vous offre est-elle sans nouveauté ? En somme, tout est dit, tout est programmé, selon des modalités qui diffèrent cependant. Bien sûr, Rousseau est le maître du pathos, le brigand de la sentimentalité. Il parle cœur, il parle nature, il parle franchise. Le Genevois est aussi l'archiduc de l'humilité, le grand mage de la modestie, incomparable, original, sans imitateur, tutoyant un peu plus loin Dieu, réclamant son jugement dernier. Il est enfin l'angelot de la bonne foi, le chérubin de la probité. Toute erreur ou approximation dans ses confessions le serait à son insu. Ce n'est pas un secret. Rousseau caresse le cœur, murmure à l'oreille. Rousseau veut être embaumé par l'admiration de son lecteur. À l'inverse, Léon Bopp, qui partage la même nation que Rousseau, la Suisse, mais du côté de la Chaux-de-Fonds, un peu plus au nord, là où naquit d'ailleurs Blaise Cendrars, 9 ans plus tôt, Léon Bopp mise la salvation de son personnage, Alexandre Lenoir, sur l'esprit, sur le neurone. Le langage est clair, presque rigoriste. Genèse, origine, système, discours, méthode, morale, philosophique. On comprend aisément et rapidement pourquoi. Alexandre Lenoir fut moraliste, un éminent moraliste de son époque, mais il eut le double tort de véritablement croire en son système de pensée et de préférer trop longtemps son lit aux grandes bibliothèques.
Cette aspiration double, purement intellectuelle d'abord, et plus charnelle ensuite, pour ne pas dire fainéante, paresseuse, oblomovienne, n'est d'ailleurs pas absente du programme qu'il se et nous donne. Grandeur et décadence, hasard, pages intimes, nouveautés. Alexandre Lenoir est un moraliste, certes, mais un homme il demeure. Un homme qui a appris des entreprises unilatérales et approximatives de ses prédécesseurs. Convaincre bien sûr, mais pourquoi pas persuader, quand l'esprit de l'audience se cabre. Ainsi, au paragraphe parfois aride de ses réflexions, nous rafraîchira la tendresse qu'il éprouve pour son oncle, la rudesse qu'il s'impose dans l'apprentissage, la générosité de son âme et de son portefeuille. Alors lecteurs prévenus, lecteurs avisés, vigilance, attention et neutralité, pour rester helvétique, seront nos maîtres mots. Nous pouvons désormais tourner les pages et préparer notre implacable verdict. Mais avant de délibérer, quelques mots à propos du singulier Léon Bopp. L'auteur est né en Suisse en 1896, un an plus tôt qu'Alexandre Lenoir. Bien vite, il rejoint Paris, la Sorbonne et l'École normale supérieure. Il rédigera une thèse sur Henri-Frédéric Amiel, un compatriote. En parallèle, un premier roman, Jean d'Arrien, publié en 1924, qui partage deux des préoccupations naissantes de l'époque, inquiétude et absurde. Ce court roman apparaît aujourd'hui comme un galop d'essai. Le cœur de l'œuvre de Bopp commence 5 ans plus tard, en 1929, avec le crime d'Alexandre Lenoir. Car l'auteur est de cette espèce de despote qui jalonne la littérature, de ces tyrans du réel qui croient pouvoir englober dans le livre la totalité de l'existence, la totalité des connaissances humaines. Il poursuit le travail réaliste, puis naturaliste, des grands écrivains du XIXe siècle et du tout début du XXe siècle, en substituant à l'étude des caractères, de la société, des mœurs, l'étude plus moderne peut-être, plus nébuleuse en tout cas, de la conscience. Pour y parvenir, il enchaîne les titres, accroît démesurément la longueur de ses romans, oblige même Gallimard à trouver une mise en page inédite pour économiser du papier. L'omniscience ne saurait donc être que volumineuse, tandis que, coup de semonce de la réalité, le cours des pâtes à bois suédoises s'envole sur tous les marchés, faisant craindre une pénurie de papier à l'orée du milieu du siècle. Ces œuvres gigantesques se nomment, à la suite du crime d'Alexandre Lenoir, paru en 1929, qui mesure déjà 500 pages, par ordre de parution. Est-il sage, est-il fou 1931. Intrus minuscule, moins de 300 pages. Jacques Arnaud et la Somme romanesque, 1933. 600 pages. Liaison du monde, publié de 1938 à 1944. 2000 pages écrites en direct des événements en cours, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale, avec pour postulat une révolution communiste a lieu en France en 1935. S'ensuit donc ce qu'on appelle une uchronie, écrite au jour le jour. Ciel et terre, enfin, en 1962 et 63, avec 1400 pages. Si ces titres ne nous disent rien, les sous-titres de chaque œuvre nous situent dans cette tentative de connaissance globale et permettent de définir un autre trait de caractère de Bopp. Ces sous-titres définissent le continent du savoir qui sera décortiqué. Nous retrouvons dans l'ordre de parution à nouveau le roman d'un moraliste, le roman d'un savant, le roman d'un artiste, le roman d'un politique, et enfin le roman d'un croyant. C'est un indice raffiné pour le lecteur qui peut d'emblée s'attaquer à son sommet de prédilection. Mais c'est aussi et surtout l'illustration d'une autre obsession de l'auteur, le systématisme de son approche intellectuelle. À titre d'exemple, il étudiera paragraphe par paragraphe Madame Bovary pour y trouver les intentions de Flaubert,
classera chaque mot des fleurs du mal entre idéalisme et réalisme, listera une soixantaine de qualités littéraires universelles qui permettent de noter chaque œuvre. Dans son esquisse d'un traité du roman, au premier chapitre, l'auteur s'évertue à expliquer ce que serait un roman écrit selon le système de Pythagore, puis celui de Parménide, puis celui d'Héraclite, puis d'Empédocle, d'Anaxagore, des sophistes, de Platon, des sceptiques, d'Épicure, de Plotin, de Descartes, de Spinoza, de Leibniz, de Berkeley, de Hume, de Kant, ce qu'il a lui-même tenté de réaliser avec son roman Jacques Arnaud, d'Hegel, de Schopenhauer, de Spencer, de Comte, de Bergson, ce qu'a réalisé selon lui Marcel Proust. Et dans le second chapitre, il liste une série d'esthétiques, 29 pour être précis, selon lesquelles un roman peut être conçu. On le voit à l'aune de ces exemples. Bopp est un scientifique, Bopp est un monstre. Les critiques s'étant attardés sur son œuvre n'hésiteront pas à le qualifier de précurseur de l'Oulipo, péréquien avant l'heure. À moins que Georges Perec ne fût, peut-être sans le savoir, un boppien en puissance. Mais un boppien conscient de son absolutisme ridicule, conscient de l'impasse ludique de sa méthode. Bopp manque de cette pincée d'autocritique qui aurait pu le sauver de l'anonymat dans lequel il tomba bien vite. Soutenu par Albert Thibaudet certes, qui meurt presque trop tôt, en 1936, soutenu fidèlement, mais mollement, par Jean Paulhan, lu par Marcel Arlan, tous trois de la NRF, qui aurait dû, mais ne rédigea jamais les commentaires promis de ses œuvres. Mise en lumière ratée, qui aurait peut-être pu révéler au public français Bopp. Pourquoi ? Osons arguer la taille des œuvres. Un peu de sérieux. Quel critique lirait 1500 pages ? Eh bien, un certain nombre. Car à la même époque, Les Deux Étendards, roman écrit par Lucien Rebattet, pourtant condamné à mort en 1946 pour collaboration, frappé d'indignité nationale, gracié ensuite grâce à l'aide d'écrivains, Les Deux Étendards, roman de 1300 pages, sera très chaudement accueilli par le même Paulhan et bénéficiera de bien plus d'écho et d'une postérité bien plus glorieuse. Pourquoi Rebattet et pas Bopp alors ? Difficile à dire. Mais une première piste s'ouvre et bute aussitôt sur une dualité. Bopp est un exemple parfait d'écartèlement théorique, d'intuition parfaite, mais inachevée. Il aura créé des œuvres qui postulent et montrent une modernité folle, œuvres métacritiques, réflexives, polyphoniques, oulipiennes, mais des œuvres dans le même temps écrites selon la vieille forme naturaliste et bourgeoise, alors que James Joyce sévissait depuis une décennie déjà, pour ne citer que lui. C'est sans doute cet ultime effort, cette originalité terminale manquante, cette audace stylistique et narrative absente, qui l'aura laissé contradictoire, à la fois des décennies en avance sur son temps et en retard d'un demi-siècle. C'est ce qui lui aura manqué pour se faire un nom. Alexandre Lenoir, en revanche, y sera lui parvenu, mais au terme d'une épopée intellectuelle à la fois démesurée et ridicule. Démesurée par l'intensité des réflexions, par le travail intellectuel abattu, par la quantité de connaissances acquises, ridicule par la conclusion de toute cette formation, par l'enchaînement de ses dernières décisions, par la manière dont son nom restera dans l'histoire. D'ailleurs, tout ceci était peut-être prévisible. Prévisible en raison même de la théorie philosophique qu'Alexandre Lenoir met au point, celle qu'il appelle le hasardisme. Alexandre Lenoir est un enfant très doué, élevé par son grand-père après la mort accidentelle de ses parents. Auprès de ce dernier, il se formera l'esprit bien plus que le corps, étant même parfois cobaye de son aïeux, qui fut médecin,
mais aussi passionné de philosophie et de psychologie. Brillant à l'école, travailleur, aimant, Alexandre est l'archétype de l'enfant idéal. Il ne le cache pas, n'en tire aucune fierté bien sûr, toute vanité autre que celle liée à l'élaboration d'un système de pensée parfait, n'ayant aucune valeur. Sauf peut-être dans l'amour, qui viendra un peu plus tard. La première partie du roman est ainsi faite, d'aller-retour entre passé et présent, enfance et prison, entre liberté et enfermement. Ce sont les pages d'un roman de formation aux prémices idéales, commenté par le mal formé conclusif. Albert Thibaudet, le critique, ira jusqu'à évoquer dans un article, je cite, « le roman de l'éducation intellectuelle », pour caractériser le crime d'Alexandre Lenoir, mais aussi le disciple de Paul Bourget, dont certaines situations et mécaniques sont similaires. Mais il est clair que cette éducation n'est pas à suivre. Alexandre Lenoir évoque certes le bonheur de cette adolescence, mais il l'évoque depuis la prison. Il faut alors le comprendre. Comment ce départ endeuillé par la mort des parents, et pourtant plein d'espoir, a-t-il conduit à ce triple échec, intellectuel, social et intime? Évoquant cette intimité, Alexandre Lenoir n'est pas avare de détails. Il a aimé, dès son plus jeune âge, une amie d'enfance, qu'il perdra de vue, qu'il retrouvera, avec laquelle il se fourvoiera, qu'il quittera, qu'il retrouvera à nouveau, croyant aimer ce qui n'existe déjà plus. Voilà pourquoi il rencontrera une autre femme, l'aimera aussi. Alexandre Lenoir sera partagé. Homme de paysages mentaux, bien entendu, mais homme de contrées charnelles aussi. Voilà venir le lent échec de l'esprit sur le corps, mais du corps sur l'esprit aussi. Ces deux bastions de l'incertitude, qui tantôt l'orientent vers celle que la raison devrait le faire choisir, tantôt le perd vers celle que les pulsions désirent. Évidemment, l'une d'elles s'appelle Hélène. C'est une métaphore minuscule de la défaite vers laquelle s'achemine Alexandre Lenoir. Homme constant, homme insensible à la nécessité, au besoin, à la faim, à la soif, homme d'airain, existes-tu? Peux-tu renier les exigences de l'existence pour une idée, un concept de venir? Peux-tu exister simplement par ton système de pensée, par ton hasardisme? Jusqu'à quel point peux-tu te défaire de la matière pour trouver dans les dortoirs de ton cerveau cette ataraxie impossible? Alexandre Lenoir ne désire pas devenir un dieu. Il ne pêche pas par orgueil. Comme nous l'avons déjà évoqué, c'est un être intelligent, un être mesuré, un être qui connaît l'échange équivalent, la transformation de la matière. Il voudrait, sinon dépasser ces barrages, les repousser. Il voudrait un peu devenir cette sorte d'homme que certains philosophes et forcenés façonnent, le surhomme. L'étincelle décisive vient en 1924, alors qu'il est étudiant paresseux à Paris, d'un livre trouvé au hasard d'une balade, comme toujours, et plus particulièrement des essais de Montaigne, alors qu'à ce stade de sa maturation, Alexandre Lenoir est obnubilé par le chaos, le désordre du monde, qui est aussi son chaos mental, son désordre métaphysique. Je cite Montaigne, cité par Lenoir. « Nous raisonnons hasardeusement et témérairement, dit Timéeus en Platon, parce que, comme nous, nos discours ont grande participation à la témérité du hasard. Et plus tard, ce n'est pas merveille, se dit un ancien, que le hasard puisse tant sur nous, puisque nous vivons par hasard. » Et reprenant maintenant de la voix d'Alexandre Lenoir, ce fut en moi comme une illumination, une extase métaphysique, ou bien, si l'on préfère une autre image, je dirais qu'en un clin d'œil, et comme par l'effet d'un miracle, la solution chaotique qui s'agitait en moi se cristallisa soudain. Faisant un retour sur moi-même, et passant en revue mon existence, je me rappelais mes rêveries d'enfant, étranges et désordonnées. Je me rappelais ma faiblesse, mes hésitations,
mon instabilité nerveuse. Je me rappelais mon goût pour le mécanisme, le relativisme, le cataloguisme. Je me rappelais mes idées sur le désordre, le chaos universel, et il me parut que tout cela me prédestinait à devenir le philosophe du hasardisme. On notera rapidement l'intéressante contradiction entre celui qui découvre cette théorie, le hasardisme, et ce même homme donc, qui évoque la prédestination, sorte d'oxymore philosophique. On notera aussi une petite vanité de l'auteur avec le terme cataloguisme, conceptualisé par Bob dans le réel. Il a d'ailleurs publié en 1946 un essai nommé Cataloguisme ou esquisse d'une philosophie de l'omnipotence, comme si Alexandre Lenoir, soudain autonome, avait lu et repris le terme de son créateur pour le démocratiser. Alexandre Lenoir va donc, suivant ce cataloguisme, tout lire du hasard, à commencer par une impressionnante somme d'auteurs divers, dont je cite maintenant les noms. D'Alembert, Ampère, Ancillon, Aristote, Arnaud, Bachelier, Bayes, Bentham, Claude Bernard, les Bernoulli, Henri Bert, Joseph Bertrand, Boulle, Émile Borel, Pierre Boutroux, Buffon, Butler, Cantor, Cardan, Charpentier, Chouinard, Condorcet, Corbeau, Cornillet, Cournot, Zuber, Darbon, Descartes, Edgeworth, Ellis, Euler, Fechner, Fermat, etc. Nous ne sommes qu'au F. Et la liste se termine avec Wundt. Continuant ce travail absolutiste, Alexandre Lenoir déclinera les différentes acceptions du hasard. Théologique, vulgaire, téléologique, objective, subjective, historique, relativiste. Les définira ensuite. Trouvera son implication dans les sciences dures, puis en psychologie, l'auteur devenant soudain réflexif. Je cite « Qu'on jette en moi-même un coup d'œil scrupuleux comme l'ont fait tant d'auteurs de journaux intimes, ou mieux encore, de monologues intérieurs, qu'on s'examine minutieusement, à la loupe, au microscope, et l'on verra qu'à cette échelle, notre conscience revêt l'aspect désordonné, chaotique et hasardeux que présenterait sans doute la Vénus de Milo pour un moucheron qui se promènerait sur elle. Cette vie intérieure n'est que mélange, mixture, salmigondis de désir, de regret, de velléité, d'ambition, de suggestion, de prétention, d'erreur, d'espoir, de colère, de vanité, d'amour, etc. Alexandre Lenoir retrouve ensuite dans la littérature tous les auteurs qui se sont, pour un temps au moins, prosternés devant le hasard. Voltaire, Marivaux, Diderot, Dostoïevski, Maeterlinck, Pollan, etc. Puis viennent l'art, la politique, la théorie de la connaissance, et enfin la morale. Tous siphonnés au tout-puissant hasard. À ce stade, le roman disparaît derrière le traité. Pourtant, si l'érudition de l'auteur et d'Alexandre est impressionnante, l'aridité du discours est inversement proportionnelle. Parce qu'Alexandre s'emporte, parce que c'est l'enthousiasme de la découverte ultime, parce que c'est la fougue et l'esprit, enfin unifiés, contrairement à ce que l'on a pu voir et verrons par la suite. Lenoir se rêve Descartes, ne révolutionnant pas la connaissance, mais la morale. S'en suivront des pages sur la statistique du hasard, pour le canaliser, au moins en partie. Au total, pas moins de 50 pages en petits caractères à propos de l'archéologie du hasard. Bopp ne se contente pas de montrer, il démontre. Sa générosité nous submerge. Il reprendra cette méthode de la mise en abîme avec plus de systématisme encore dans son roman Jacques Arnaud, rédigeant dans ce robuste roman divers programmes de romans à écrire et les écrivant. N'oublions pas que pour Alexandre, en premier lieu, le hasardisme est une tentative d'explication du chaos grandissant du XXe siècle. Le hasardisme donc, résumé simplement, c'est l'abandon de la causalité,
c'est dépasser la notion de cause et de finalité. À titre d'exemple, le hasardisme, c'est convoquer la liste des échecs de la science, peu importe leur cause, pour prétendre que les réussites sont à ce point des exceptions qu'elles ne peuvent être dues qu'au hasard. De même en esthétique, où le chef-d'œuvre n'est que la résultante d'un fatras d'émotions, d'une inspiration indomptable et donc autonome. De même en politique, où les buts à atteindre sont soumis au conflit des passions, des intérêts. De même pour chaque domaine de la connaissance. Plus qu'un relativisme, bientôt un nihilisme, déjà une folie. Puis le confesseur reviendra au présent, c'est-à-dire à sa cellule, 3 ans plus tard, pour faire un constat sans équivoque. La théorie est bancale, imparfaite, et ses origines sont suspectes. Les éditeurs ne s'y trompent d'ailleurs pas, refusant tous ces textes ardus et tendancieux, renvoyant le jeune homme à ses feuillets. Tandis qu'Alexandre peaufine sa théorie, il dépensera ses derniers sous pour une femme qu'il a aimée et qu'il a quittée. Nouvelle intrusion de la ruine par l'émotion, par l'aide, la bonté. En un mot, ruine par la chair. Après tout, nous sommes dans le roman d'un moraliste. Ce n'est guère une surprise. Une métaphore en remplaçant une autre, la prochaine, qui est d'os et de sang, viendra jalonner le parcours d'Alexandre le Noir un peu plus tard, quand la famille maudite se rappellera à lui. Car un intrus existe. Ne reste en cette terre non pas 2 personnes, Alexandre et son grand-père, mais 3 personnes. Reste Soravine, l'oncle réprouvé, le riche homme de presse, le magnat de la manigance, contre lequel le grand-père d'Alexandre l'a mis en garde. Il ne faudra jamais requérir son aide, même quand son grand-père sera mort, même si Alexandre croit en ressentir l'absolue nécessité. Or, comme nous l'avons dit plus tôt, Léon Bopp est encore naturaliste. Sans originalité, à bout d'argent, à bout de force, à bout de pensée, Alexandre le Noir se réfugiera chez cet oncle magnanime, qui lui donnera un peu ou prou quartier libre dans un journal influent qu'il possède, La France Nouvelle, pour peu qu'Alexandre se conforme à un souhait, aller dans le sens politique de l'oncle, c'est-à-dire soutenir le communisme, la fin de la propriété individuelle, pour que peu à peu, les pays libéraux, comme la France, fléchissent. Alexandre devrait refuser, au nom du sacrilège, de la guerre et du meurtre qu'il va propager dans le monde, mais imaginant facticement que c'est dans l'intention de rendre les hommes plus heureux, plus justes, meilleurs que l'oncle prêche la révolution mondiale, il accepte le poste et la mission. Et voilà que sa pensée, l'ultime but de son existence, cette pensée qu'il avait mise en plaquette, en essai, cette pensée refusée par tous les éditeurs, allait enfin se diffuser à grande échelle. Certes un peu empuanti de politique, mais en partie libre tout de même. Libre au moins d'exister ailleurs que dans l'esprit d'Alexandre. Libre d'imbiber d'autres matières grises, d'envahir le peuple français. La victoire est de courte durée. Bientôt repris par Soravine qui le somme de se dédier plus entier à la théorie politique en vigueur, Alexandre s'exécute. Rédige des articles violemment anticléricaux, anti-bourgeois, sombre peu à peu dans le nihilisme le plus total, commet un article sur le droit au meurtre, et voilà que l'ultime rempart tombe. Désormais, la liberté grande du moraliste qui se renie, ou à force inlassable de cohérence dans le hasardisme, s'accomplit, n'est plus qu'intellectuel, mais aussi prosaïque, mortellement prosaïque. Alexandre tuera, comme évoqué, partagé entre chair et esprit. C'est de ses convictions de chambre, autant que de ses actes,
qu'Alexandre mourra probablement. Prévisible du hasardisme. C'est le retour aux antiques vérités. Ah! Serait-ce là la vérité morale? Ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils vous fissent? Aimer son prochain comme soi-même? J'aurais dû commencer par faire le bien, au lieu de vouloir d'abord le démontrer. À moins que ce hasardisme, par sa constitution même, par son rejet même de la causalité, ne puisse connaître ni défaite ni victoire, qu'il puisse accoucher de tout, même du pire, par son imprédictibilité même, que sa simple invention, sa simple description, soit autoréalisatrice. Si le roman peut apparaître un peu dépassé aujourd'hui, il reste malgré tout un cheminement intellectuel qu'on suit avec plaisir. L'immense générosité de son auteur aura fait d'Alexandre Lenoir un personnage très attachant, en même temps qu'une minutieuse allégorie de l'échec. Allégorie qu'il faut ouvrir à de plus larges observations. Car l'échec d'Alexandre Lenoir a trouvé une théorie qui décrive le XXe siècle, car l'histoire qui est celle d'une défaite de la raison conduisant au meurtre, c'est avant tout l'histoire de ce XXe siècle naissant et mortel avec sa première guerre, l'histoire d'une belle époque, d'une époque pleine de progrès, qui par un hasard soudain va s'abîmer dans la tragédie.